restaurer la paix au sein de la cité. Vous devez déclarer la loi martiale sur le champ. C'est ceux d'en haut, nos vrais ennemis. C'est toi qui as deux doigts d'unir ceux d'en bas autour d'une cause. T'es un symbole. Qu'est-ce que tu vas faire ? Voir tout cramer. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Watchlist, l'émission qui vous parle séries télé, fantasy, fantastique et de science-fiction. Ici Guillaume et nous allons enfin revenir sur l'excellente, que dis-je, la miraculeuse série Arcane, dont les 2 saisons sont disponibles sur Netflix. Aujourd'hui, je retrouve Justine. Salut Justine, comment tu vas ? Ça va très bien, toujours en forme pour parler d'Arcane, donc ravi de pouvoir être avec toi aujourd'hui à cette occasion. Je suis ravi aussi d'être avec toi pour parler de cette série. Vous l'aurez constaté, vous qui nous écoutez, on n'avait pas consacré de podcast ou de watchlist à cette première saison. On se rattrape donc avec la deuxième. Et puisque, a priori, ni toi ni moi n'avons joué au jeu dont la série est l'adaptation, il nous fallait une spécialiste, une digueuse de l'or de Riot, et plus particulièrement de celui de League of Legends. Bienvenue Clémence Duno chez Spoilers, comment vas-tu ? Je vais très bien, je sors d'une méchante grippe donc ça peut caler mieux et j'adore être présentée comme ça, c'est génial, la digueuse de l'or, c'est trop cool. C'est classe, hein ? Oui, écoute, c'est comme ça que je t'ai découvert effectivement dans l'épisode fin du game sur Valorant et je me suis dit en écoutant ce podcast que j'aime beaucoup qu'il fallait qu'on t'invite pour parler d'Arcane parce que voilà quoi, si tu connaissais aussi bien Arcane que tu connaissais Valorant et a priori tu connais presque mieux en fait le lore de League of Legends. Tout à fait. Je suis une grande fan d'Arcane aussi donc ça tombe bien. Eh ben c'est parfait. Clémence, tu es journaliste indépendante spécialisée sur les questions de l'e-sport, du jeu vidéo et de la culture web. On peut retrouver tes articles dans Le Monde, Métal Hurlant ou encore Canard PC. Merci donc d'être avec nous pour combler, il faut le dire, cette lacune pour parler d'Arcane. Est-ce que c'est vraiment une lacune en réalité ? Parce que heureusement la série est accessible à tous quand même. Pas besoin d'avoir joué au jeu, sinon ça serait quand même un peu handicapant. C'est d'ailleurs assez époustouflant d'avoir réussi comme ça à proposer quelque chose qui plaît à la fois aux fans hardcore du jeu et aux néophytes qui débarquaient de nulle part comme Guillaume et moi. Donc franchement, un point de plus dans cette série. On n'a même pas commencé que ça y est, on est en train de distribuer les bons points pour cette série qui n'en manque pas. Effectivement, nous, ce qui était intéressant et ce qu'on essaye de faire aussi chez Spoilers, c'est de, évidemment, comparer quelque part un petit peu la série avec le matériel dont elle s'inspire, parce qu'il est bien souvent question dans les séries d'adaptation. Donc, c'est quand même précieux, en effet, d'avoir quelqu'un comme toi qui va pouvoir faire quelques parallèles. En tout cas, merci à vous deux d'avoir répondu à cette invitation pour parler d'une série qui a été largement acclamée par la critique et le public. Une série qui, je pense, avec The Last of Us chez HBO, Fallout chez Prime Video ou encore Cyberpunk Edge Runner chez Netflix a prouvé qu'il était possible d'adapter avec réussite un jeu vidéo au format sériel. N'hésitez pas d'ailleurs à écouter nos émissions consacrées à ces séries si ce n'est pas déjà fait. Alors avant de discuter d'Arcane, Justine, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu la série s'il te plaît ? Oui, alors il y a beaucoup de choses dans cette série qui est une Pas série... facile. Ouais, non, j'ai un peu réfléchi... Les prémices. Voilà, les prémices, avant qu'on rentre un petit peu dans le détail, c'est une série de science fantasy, donc qui mêle de la science-fiction et de la fantasy, tirée bien sûr du jeu League of Legends, hein, on a déjà un petit peu parlé et on va peut-être revenir dessus, mais c'est une série qui étoffe en fait énormément l'univers et les personnages en s'inspirant du lore qui était déjà dans le jeu et en créant une narration beaucoup plus suivie à partir de ça. Donc on suit le développement de 2 parties d'une ville fictive, donc Piltover d'une part qui est la ville haute et globalement la ville riche, hein, et ce qui va finir par s'appeler Zone, la partie basse de la ville qui est caractérisée par le crime, par l'omniprésence de drogue, etc. Hein, c'est les pires aspects de Gotham City, globalement, hein, si on veut schématiser. Donc la série, ça va être une fresque sociale et politique qui va être menée et incarnée en fait par une poignée de personnages principalement issus du jeu. Donc on suit surtout dans la première saison, mais ça se poursuit dans la deuxième, on suit la relation extrêmement complexe entre 2 sœurs qui sont Vi et Powder, qui deviendra par la suite Jinx, à mesure que les 2 filles puis jeunes femmes grandissent, se perdent de vue et essaient toutes les 2 de survivre dans les bas-fonds de Zone avec les problèmes que cela peut impliquer. Alors voilà, je rentre pas dans le détail, mais c'est une relation assez conflictuelle, on va dire. Et d'autre part, on assiste au développement d'une technologie nouvelle qui, globalement, va mêler science et magie
grâce au travail de 2 amis qui eux aussi sont amenés à bien des déboires et à bien des éloignements, que sont Victor et Jace. Alors, il y a plein d'autres personnages qui sont absolument fabuleux et dont on aura sûrement l'occasion de parler dans ce podcast, mais pour la présentation, c'est aussi une série qui est showrunnée par Christian Link et Alexis et qui a été réalisée par le studio d'animation français Fortiche pour un budget colossal, je pense qu'on peut le dire, même si je pense que c'était de l'argent bien utilisé, clairement. On peut retrouver dans la série un casting assez classe quand même, avec d'excellents acteurs et actrices. Alors avec pour les plus connus, Ella Perel, qu'on avait vu dans Yellow Jacket ou encore dans Fallout, justement, assez récemment, elle prête ici sa voix à Jinx. On retrouve aussi dans le rôle de Vi, Hailey Steinfeld, qu'on avait vu dans Hawkeye et dans Dickinson, par exemple. On a aussi Cathy Lang, qui incarnait Cho dans les films Harry Potter, qui là, ici, prête sa voix à Caitlin, ou encore Kevin Alejandro, qui joue Jace, et qu'on avait pu voir, par exemple, dans la série Lucifer. Bref, voilà déjà de bonnes raisons de se lancer dans cette série avec 2 petites saisons seulement. Merci Justine. Alors à chaque fois on le dit, un petit disclaimer, on va probablement spoiler quelques éléments de cette série, donc soyez prévenus. On va pas rentrer absolument dans le détail de chaque épisode et de tous les plots éventuels, mais c'est de l'ordre du possible, donc soyez prévenus. Avant de commencer, j'avais envie, Clémence, de te poser une question en préambule. C'est quoi ton rapport aux séries de manière générale ? Et éventuellement, est-ce que tu aurais un coup de cœur pour 2024 ? C'est une question qui est super difficile en réalité. En fait, j'ai très peu de temps pour regarder des séries et c'est quelque chose qui me manque. En fait, c'est vrai qu'entre, pour le travail, entre le suivi des jeux vidéo, de la scène, enfin des différentes scènes e-sport, plus j'adore la bande dessinée, les mangas. Enfin donc en fait, disons que petit à petit, il n'y a pas beaucoup de temps en fait pour regarder des séries et cette année, j'ai dû en regarder, enfin j'en ai regardé plusieurs, mais c'est vrai que là comme ça, je pense à Baby Reindeer par exemple, ou Day One ou One Day, je sais plus dans quel ordre ça va. Mais voilà, c'est un peu les 2 grosses séries que j'ai regardées cette année, donc autant dire que c'est un peu, ridicule, j'avoue. Voilà, j'ai un peu honte, je repars me cacher. Non mais de toute façon, on le sait effectivement, tous les grands univers de divertissement se bataillent pour avoir notre temps d'attention et notre temps libre. Et effectivement, la série en particulier a une production pléthorique de plus en plus avec toutes les plateformes qui sortent, ces nouvelles plateformes qui nous proposent toujours plus de contenus originaux. Donc on ne peut que te comprendre. Nous-mêmes, on a bien du mal à suivre toutes les nouveautés. Donc, Et les journées ne sont pas extensibles, malheureusement. Donc je ne sais pas auprès de qui il faudrait se plaindre pour avoir des journées de 48 heures, mais voilà, il faut peut-être qu'on fasse une pétition, je sais pas, qu'on s'organise. Ouais, on va y réfléchir pour 2025, effectivement. Côté Arcane, du coup, j'imagine que de base, tu as été très vite intéressé par la série. Oui, alors en fait, j'ai quand même une relation un peu particulière avec cette série, déjà parce que je joue à League of Legends depuis des années, ou du moins je m'intéresse à ce jeu et à son histoire depuis vraiment très longtemps. Je fais partie des rares zigotos du jeu vidéo à vraiment adorer le lore. Donc c'est toutes les histoires voilà, derrière le jeu vidéo, on va dire, qui ne sont pas forcément intégrées au jeu, mais dont on peut voilà, découvrir un peu les complexités par soi-même. Et donc c'est génial, enfin, moi j'étais ravie de découvrir ces personnages que je connais depuis très très longtemps, arriver à l'écran et être connus du grand public comme ça. Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai travaillé sur cette série en tant que journaliste. Quand il est sorti, je travaillais au Monde et j'avais pu interviewer justement Christian Linke et Alexis. Donc, ça, c'est classe. Voilà, franchement, c'était génial. Ils sont hyper intéressants. Et donc, je sais pas, je me sens très très proche de cette série. En plus, c'est un studio français, donc vraiment, encore plus de love. Voilà. Donc, je sais pas si je serais très objective ou partiale. On a lâché l'affaire, hein. T'as vu la présentation que j'ai fait de la série, voilà. Même ambiance chez moi, du coup. Mais ça veut dire que t'as pas été... c'est un sentiment qu'on peut avoir parfois hein, quand on connaît bien la matière de base et qu'on la voit transposée d'une autre façon. En tant que fan, on peut parfois se sentir un petit peu trahi parce que c'est pas comme ça qu'on voyait l'univers, ou on a l'impression que c'est fait par des gens qui aiment pas autant l'univers que nous, ou des choses comme ça. C'est pas du tout un sentiment que t'as eu, si je comprends bien. Non, pas du tout, parce que en fait, les showrunners adorent ces personnages, ont participé à leur création, et en plus de ça, ont eu un rapport à l'histoire et à l'écriture assez sain, qui fait qu'en fait, ils ne sont pas attachés forcément au lore, juste pour s'attacher au lore, et ils ont essayé de créer quelque chose d'intéressant. Donc, ils avaient tout ce qu'il fallait pour faire quelque chose de bien, heureusement, et ne pas décevoir.
J'ai l'impression que c'est un peu une marque de ce qu'on va appeler justement les bonnes adaptations de ces dernières années d'univers, notamment de jeux vidéo. C'est cette envie de raconter une histoire plus que d'essayer de finalement faire une sorte de produit dérivé qui aurait pour vocation de vendre le jeu vidéo ensuite, quoi. On a en tout cas ce sentiment-là, d'autant plus avec Arcane, je trouve. Ouais, complètement. Même si un petit peu moins sur la saison 2, je trouve, quand même. Mais on en parlera peut-être. Ok. Et Justine, toi de ton côté, est-ce que tu avais suivi l'annonce d'Arcane et l'arrivée de manière assez immédiate, ou tu avais plutôt suivi un peu la hype de la saison 1 pour t'y mettre? Non, en fait, je connais pas le jeu. Je connais de nom, mais j'ai jamais joué au jeu. Même si, clairement, en regardant la saison 2 plusieurs fois, je me suis dit, ça vaudrait peut-être le coup de jouer au jeu quand même. Voilà. Donc, je ne sais pas. Si j'arrive à trouver... Surtout pas. Si j'arrive à trouver des heures en plus dans la journée, je pourrais peut-être m'y mettre. Mais je vais pas mal m'intéresser à tout ce qui est à la fois séries d'animation et... Enfin, séries en général, mais surtout les séries d'animation et aux questions d'adaptation de jeux vidéo. Donc forcément, on parle d'une adaptation en série animée d'un jeu vidéo, en plus par un studio français. Et dès qu'on avait eu les premières images, j'avais trouvé le style vraiment, vraiment sympa. Le graphisme, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que ça s'est bien confirmé par toutes les propositions qu'ils ont pu faire ensuite. Donc j'avais un peu suivi de loin en me disant, voilà, je connais pas l'univers du jeu, je vais peut-être vite être larguée dans l'intrigue. Et en fait, non, j'ai accroché dès les premiers épisodes. Voilà, je suis clairement tombée amoureuse de la moitié des personnages de la série. Et puis après, j'ai attendu avec grande impatience la saison 2. Là, je suis encore dans la phase de déni, en me disant que c'est terminé. Tu vois, j'ai pas encore fait mon deuil, mais ça va venir, voilà, petit à petit. Alors, petit conseil, vraiment, même à tous les auditeurs, ne jouez pas à League of Legends. Même si forcément, il y a une part... Non, ouais, c'est un jeu qui est à la fois génial et très toxique et avec lequel on peut avoir une relation très malsaine. Donc, c'est bien, ça veut dire qu'Arcane a bien fait son taf d'essayer de ramener des gens sur le jeu, mais écoutez-moi et fuyez. Voilà. Fly, you fools. D'accord. C'est ce que j'allais dire, effectivement, c'est que moi, j'avais pas particulièrement tout de suite eu envie de regarder la série, à vrai dire, à cause un petit peu, je pense, de l'aura toxique que peut avoir le jeu. Je suis un joueur et je joue très très souvent à tout un tas de jeux, mais ce genre de jeu en particulier et les jeux compétitifs, c'est vraiment quelque chose que je suis assez peu, mais je savais que effectivement League of Legends était un univers dans lequel il était difficile d'entrer, notamment à cause de sa communauté qui était, pour le dire gentiment, très exigeante. Et c'est vrai que du coup je me suis dit pourquoi m'intéresser finalement à un univers d'un jeu qui a pas l'air, qui a l'air déjà très compétitif, donc assez mécanique dans son gameplay, on va dire. Et du coup j'ai attendu assez longtemps pour regarder cette saison 1. Et bon voilà quoi. Après tu regardes un épisode, t'as compris quoi. Tu y vas et tu regardes le reste. Mais j'avoue que ça avait été, je sais pas si pour beaucoup de gens ça a eu aussi ce côté un peu repoussoir de se dire lol et tout, ouais bof quoi. Ça serait intéressant de le questionner. Eh bien, commençons par le commencement pour parler d'Arcane, puisque effectivement, derrière, il y a un studio, il y a un jeu vidéo, il y a des motivations et puis des premiers pas chez à la fois Riot et Fortiche. Clémence, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où vient le projet Arcane ? Oui, complètement. D'ailleurs, je précise qu'il y a un super making-of déjà d'entrée sur YouTube sur la première saison qui explique vraiment très très bien un peu les difficultés qu'ils ont eues et tout ça, comment le projet s'est lancé. Mais je vais faire un petit résumé, on va dire, de l'aventure Arcane. Donc, comme tu le disais, à l'origine, donc, il y a League of Legends et son éditeur Riot Games qui sont basés à Los Angeles. Et donc, à l'origine, eux, ils ont juste leur petit jeu vidéo tranquillou qu'ils ont sorti en 2009. Où, voilà, le principe, c'est la bagarre entre deux équipes de 5 joueurs. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, oui. Voilà, donc ça, le League of Legends, c'est ça, avec des personnages qui ont des pouvoirs un peu stylés. Voilà, bon, c'est la base. Et au départ de leur jeu, il y a 40 personnages, à peu près, et puis les joueurs doivent choisir entre ces 40 personnages. Et tous les ans, ils en sortent de nouveaux, 3 à 4 par exemple. Et maintenant, il y en a 169, pour dire que voilà, ça a bien évolué, c'est vraiment beaucoup. Et donc, bref, pour revenir à ces personnages, à chaque fois qu'il y en avait un nouveau qui sortait, en général, il arrivait avec sa petite direction artistique, sa petite backstory, et puis voilà, quoi, c'était à peu près tout. En gros, il y avait un site où on pouvait en apprendre plus, où il racontait c'était un orphelin de telle zone, voilà. Mais en fait, c'était un peu anecdotique. En 2013, il y a un nouveau champion qui doit sortir, qui s'appelle Jinx.
Ça tombe bien. Tiens. Qui était marketé, genre c'est une meuf aux cheveux bleus, psychopathe, en mode Joker, Harley Quinn, voilà quoi. C'était à peu près tout. Et un des mecs qui bossait sur le projet s'est dit que ça pourrait être quand même marrant d'avoir un clip vidéo pour la présenter aux joueurs. Et donc il va contacter une toute petite boîte d'animation française qui s'appelle Fortiche. Et ils vont sortir une vidéo musicale qui s'appelle Get Jinx, où on la voit toute exploser dans Piltover, un peu faire n'importe quoi, en mode totalement folle. Voilà. C'est à ce moment-là que arrive le début du germe de l'idée que attends, c'était marrant, ça a bien marché, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose d'autre avec les histoires du lore de League of Legends. Comme je disais, à l'époque, il y a pas mal de jeux vidéo qui commençaient à sortir leurs séries ou leurs films, et c'était pas terrible. Du coup, Oui. ce qu'ils ont commencé par faire, c'est en 2014, ils sont repassés, Riot Games est repassé sur tout le lore quasiment de tous leurs personnages en disant bon, on va repartir depuis zéro, on va faire quelque chose de cohérent, d'un peu plus complexe, un peu plus intéressant aussi pour nos joueurs. Donc ils vont créer un vrai continent qui s'appelle Runeterra, voilà, et puis écrire des histoires, de vraies histoires quoi. Ça veut dire qu'ils ont changé en fait les petites backstories qu'il y avait, ils les ont effacées pour refaire autre chose, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Ok. Ils en ont repris un certain nombre et ils ont recréé quelque chose de plus cohérent. Donc en fait, ils n'ont pas forcément tout inventé depuis le début, mais plutôt que d'avoir juste une folle, ils vont dire bon, en fait, peut-être qu'elle connaît tel personnage, qu'elle a eu une enfance difficile, que voilà, il s'est passé tata quoi. Donc forcément, déjà là, ça s'est un petit peu complexifié. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'à ce stade, il y a pas mal de personnages d'Arcane qui existent dans le jeu, mais qui n'ont pas tout à fait la même histoire. Et par exemple, Jinx et Vi, on savait pas qu'elles étaient sœurs dans le lore d'origine, en fait. C'était un peu sous-entendu. Elles auraient été séparées quand elles étaient toutes petites. Même que Jinx était censée être l'aînée. Bref, enfin, voilà, il y avait tout un tas de petits détails. Mais voilà, donc ils ont commencé à remanier un peu leurs histoires. Et c'est qu'en 2014-2015 que les deux showrunners donc, se lancent sur le projet. Le vrai projet en remaniant l'histoire à leur sauce pour faire la première saison d'Arcane. Et donc, ils ont mis 6 ans pour la première saison, quand même, qui est très long. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont passés par un studio français? Enfin, je veux dire, des studios d'animation, il y en a un petit peu partout. Pourquoi Fortiche en particulier? Est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'il y avait une raison derrière? C'était un peu, je pense que c'était un choix artistique, c'est-à-dire qu'ils aimaient leurs pattes, ils aimaient ce qu'ils faisaient. Il faut savoir qu'en fait, Christian Linke est quelqu'un qui adore aller chercher un peu des gens de niche, entre guillemets, qui s'intéressent aussi aux gens qui innovent, ceux qui ont une patte artistique très forte. Il faut savoir que sur Arcane, ils laissent énormément de liberté. Je mets des gros guillemets, mais ils font confiance à la patte artistique des artistes de Fortiche, et donc ils voulaient pouvoir collaborer avec un studio qui pourrait leur apporter quelque chose de nouveau. Voilà. Après, je sais pas en interne exactement pourquoi celui-là et pas d'autres, peut-être pour des raisons de budget aussi, j'en sais rien. Mais c'est toujours un argument à prendre en compte aussi. Mais... Voilà. À mon avis, un petit studio français qui n'a pas fait plus que des vidéos de 3-4 minutes facture peut-être pas la même chose qu'un gros studio hollywoodien. Voilà. Oui, c'est ça qui est assez incroyable aussi, c'est que Fortiche, au moment où Arcane commence à se construire, n'est pas forcément un studio qui a beaucoup de production. Il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience dans ce studio, mais ils sont très peu. Et en effet, comme tu le dis, ils produisent principalement des clips pour des groupes, des clips musicaux. Donc c'est assez incroyable qu'aujourd'hui, 6 ans plus tard, ils se retrouvent à avoir délivré une série qui, à plein d'égards, novatrice. La meilleure série d'animation de tous les temps, tu peux le dire. Voilà. Oui, voilà. Écoute. Je lance des fleurs. Non, il y a plein de très bonnes séries d'animation, mais effectivement, c'est... Il y a un coup de poker, quoi. C'est ça qui est assez incroyable, quoi. Et effectivement, il y a dans divers documentaires qu'on peut trouver donc sur Internet, en particulier celui que tu as cité, Clémence, Fortiche explique aussi qu'en effet, ils avaient réalisé un clip pour un groupe. Alors, vous retrouverez l'information précise, et c'est a priori ce clip musical qui a priori tapé dans l'œil, en effet, chez Riot, avec un style, une animation qui était relativement adulte et en même temps assez graphique, puisque c'est un peu la patte aussi de Fortiche. C'est en tout cas c'est ce qu'ils ont vraiment voulu apporter dans Arcane, même si on utilise des modèles 3D, il y a cette patte 2D, cette patte très dessinée, et c'est un peu a priori ça aussi qui a beaucoup plu
plu. Et derrière, ils vont réaliser d'autres clips également pour introduire des personnages ou en tout cas faire du matériel promotionnel pour League of Legends. Donc très vite, c'est quelque chose qui fonctionne bien comme collaboration, quoi. Effectivement, il y a aussi, il me semble qu'il parle des mouvements de caméra au niveau de la réalisation, qui étaient particuliers aussi chez Fortiche. Et en fait, à partir de la vidéo Get Jinxed, en fait, Riot Games en interne vont, comment dire, habituer leurs fans à très régulièrement sortir des vidéos avec de la musique aussi, qui a aussi été lancée et poussée par Christian Linke. Donc le gars est vraiment partout. Et donc en fait, ça fait partie aussi de l'ADN de Riot Games d'avoir ces vidéos d'animation tous les ans, au moment notamment par exemple des championnats du monde. Il y a tous les ans une vidéo avec une nouvelle musique. Et donc effectivement, ils ont travaillé avec Fortiche, mais pas que. En fait, ils ont travaillé depuis avec beaucoup d'autres studios d'animation. Je pense qu'ils avaient envie aussi d'étoffer un petit peu leur carnet d'adresses et leur expertise sur ce sujet-là. Et Fortiche était un des premiers. Donc je pense que ça a joué aussi parce qu'ils ont grandi ensemble un peu, d'une certaine façon. Et un des deux showrunners a un background de musicien. Et je crois que c'est aussi ça qui a beaucoup joué dans le rapprochement qu'il y a pu avoir entre les deux studios, justement à cause de ce côté clip musical qui leur a un petit peu tapé dans l'œil et dont on sait, et on en reparlera un peu, que la musique a un impact dans la narration, puisque Arcane notamment en fait usage régulièrement. Alors tu l'as déjà complètement introduit, donc cette histoire effectivement de se réapproprier le lore, de réécrire le lore, de faire en sorte que en effet League of Legends se dote d'une histoire qui soit plus cohérente. On l'a vu par ailleurs dans notre émission qu'on lui avait consacrée, Fallout, qui vient d'ailleurs de remporter le Game Award de la meilleure adaptation. Elle est très fidèle au jeu dont elle s'inspire. D'ailleurs, elle est même considérée aujourd'hui comme canon, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit officiellement dans la grande trame narrative de la saga. Du côté d'Arcane, comment a été adapté justement ce lore de League of Legends? Et question subsidiaire, est-ce que c'est un plus quand on connaît le lore pour regarder la série? Je sais pas si c'est un plus, en tout cas, ça change forcément la perspective. En tout cas, moi, quand j'ai découvert Arcane, je l'ai pas du tout vu de la même façon que certaines personnes qui connaissaient pas du tout l'univers. À tel point que ça avait même une approche un peu spoilante pour moi de regarder la série, parce qu'en fait, il y avait un certain nombre de personnages que je connaissais déjà, plus ou moins. Pas juste parce que je jouais à League of Legends, mais parce que je m'intéressais au lore de League of Legends, ce qui est pas forcément la même chose. Et donc, je connaissais beaucoup leurs motivations. Je sais que, par exemple, Victor, son personnage, même si sa transformation est très différente que celle du lore d'origine, il a les mêmes velléités scientifiques, avec cette histoire d'évolution suprême, un peu les mêmes traits de caractère, de vouloir un peu dépasser son corps défaillant, ce genre de choses. Voilà, il y a plein de personnages qui existaient déjà, comme je disais tout à l'heure, Vi, Jinx, Echo, Jace, Heimerdinger et tout ça. Alors, comment ils ont adapté le lore du jeu? En fait, un peu dans les deux sens, c'est rigolo parce que, donc, comme je disais tout à l'heure, ils ont pris l'histoire de League of Legends, mais ils l'ont repimpé un peu à leur sauce. C'est-à-dire qu'il y a quand même plein de personnages que j'ai découverts dans la série, qui n'existaient pas, en tout cas qui n'existent pas dans le lore de League of Legends, comme Isha, Vander, Silco, Sevika. Voilà, c'est des personnages qui ne sont pas dans le lore, en tout cas pas encore. Excellent personnage, Sevika, effectivement. Silco aussi, tous. Oui, c'est vrai. Oui, franchement. Mais du coup, eux, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris Arcane et ils se sont dit, en fait, si ça marche et ça plaît aux gens, en fait, pourquoi est-ce qu'on rendrait pas aussi Arcane canon, exactement comme dans Fallout, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont maintenant changé le lore écrit de League of Legends pour qu'en fait, ils se sont dit, ce qu'on a vu dans Arcane, c'est le vrai lore. Cool. Ils ont annoncé ça quelques temps après Arcane en disant, voilà, en fait, on change, à tel point que maintenant, par exemple, Ambessa, c'est devenu un personnage dans le jeu pour la sortie de la saison 2, Mel aussi, donc il y a aussi ses pouvoirs et tout ça. Voilà, c'est assez amusant de voir un peu comment les deux sont imbriqués. Et lors d'une interview, justement, un des showrunners avait expliqué qu'effectivement, il y avait beaucoup de discussions entre les auteurs et les gens qui s'occupent vraiment du lore de League of Legends, entre Riot, Fortiche, tout ça. Il y a beaucoup de discussions pour voir quelle est la meilleure histoire à raconter. Et est-ce que l'introduction, du coup, notamment par exemple du personnage de Ambessa et de Mel dans le jeu vidéo est identique dans leur design, par exemple, à la série ou parce que il y a une question en effet d'histoire, le parcours des personnages, leurs origines, etc. Mais il y a aussi une question de design, puisque dans le jeu vidéo, évidemment, le personnage il a une existence par son design, et c'est aussi des choses qu'ils ont beaucoup réinventées dans la série, parce que forcément
forcément il fallait rendre les personnages un petit peu plus réalistes, ou en tout cas leur donner parfois peut-être un peu plus de caractérisation par certains éléments. Est-ce que maintenant, du coup, aussi la DA quelque part de Fortiche et de la série fait foi pour le jeu, ou par exemple Ambessa a pas tout à fait le même design que dans la série? Si, Mel et Ambessa ont le même design que dans la série. Certains personnages ont aussi été un petit peu remodelés effectivement en termes de DA, aussi parce que c'est quand même un jeu vieillissant, hein. League of Legends, voilà, 2009, ça commence un petit peu à dater. Donc même les personnages qui ont été créés à l'époque n'avaient pas forcément les mêmes standards modernes. Heureusement, Jinx et Vi, par exemple, sont des personnages qui sont pas forcément trop caricaturaux, mais c'est vrai qu'on avait d'autres personnages, par exemple avec forte poitrine, enfin voilà, des femmes Très sexualisées, comme quoi. on en faisait il y a longtemps, quoi. Donc heureusement aujourd'hui on n'a plus les mêmes modèles, quoi. Mais donc oui, il y a eu une évolution, sachant que la particularité sur League of Legends, c'est qu'il y a des skins, donc des cosmétiques qu'on peut habiller. Donc en fait, il y a plein de skins où Jinx, Vi, en fait, sont par exemple Jinx dans l'espace, dans une science-fiction. Et donc, en fait, elle avait déjà, avant même la série Arcane, avait déjà différentes, on va dire, DA en fonction du skin que tu choisissais. Voilà, donc on peut voir Caitlyn qui est habillée en, je sais pas, en officier complètement SF, futuristique, un peu cyber, machin. Enfin voilà, en tout cas, il y a déjà une variation. au sein même du jeu plein de variations dans la DA. Et c'est vraiment des skins, c'est-à-dire ça reste juste, on va dire, de la déco, de l'esthétique, ou est-ce que ça a un impact sur tu vois, la façon dont les personnages peuvent agir ou peuvent combattre ou des choses comme ça? Non, c'est purement cosmétique. L'objectif étant de garder un jeu gratuit, dans le sens où en fait, il y a personne qui peut payer pour être meilleur. D'accord. D'ailleurs, personne à l'époque, quand ils ont sorti League of Legends, personne pensait que ça marcherait. Et en fait, ça a cartonné parce qu'on se disait, personne va acheter les skins s'il n'y a pas besoin pour un machin. Et en fait, Si. c'est ce qui a fait, c'est ce qui a financé Arcane. Voilà. Donc, Alors merci à toutes celles et ceux qui ont acheté des skins. Continuez Exactement. à faire marcher l'industrie. Ces allers-retours et ces changements de lore, comment la fanbase, elle se l'est appropriée. J'ai cru comprendre que globalement, et assez étrangement, quand on sait un peu comment se comportent aujourd'hui les fandoms, notamment dans l'univers sériel et dans les grandes sagas aujourd'hui, type Star Wars par exemple, que je connais un peu plus, mais peut tout d'un coup avoir des levées de boucliers au moindre petit changement. Comment le fandom de League of Legends a reçu ces changements et a reçu la série Arcane? Étonnamment, très bien. Après, c'est pour ça que je précisais tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même beaucoup de joueurs de League of Legends qui se fichent totalement du lore, en fait. C'est-à-dire que eux, ils jouent avec leur personnage, et savoir que tel personnage est ennemi avec un autre dans le jeu n'a aucune incidence quand on joue, en fait. Donc, pour beaucoup de gens, c'est whatever, voilà. Bon, pourquoi pas. Moi, c'est un truc, je sais que quand je jouais avec mon copain, je lui disais: «Mais tu te rends compte, c'est incroyable. Là, normalement, on est censé jouer 2 personnages ennemis. On pourrait pas jouer ensemble». Et lui était là: «Mais d'accord, c'est super, mais je vois pas l'intérêt tire, là, en de fait. OK, voilà, tire». Et voilà, donc en fait, beaucoup de gens, en fait, s'en fichaient, et comme dans tous les cas, ils sont arrivés avec Arcane en disant: «En fait, nous, on va écrire une bonne histoire et peu importe ce que le lore d'origine racontait», tout en étant un petit peu fidèle à certaines trames, quoi. En fait, tout le monde y a trouvé son compte. Parce que les gens qui connaissaient pas LoL ont trouvé ça chouette. Les gens qui jouaient à LoL mais s'intéressaient pas au lore, ont découvert en fait le lore de League of Legends aussi. Et puis avec de temps en temps des petits easter eggs, donc des petits trucs cachés pour les fans hardcore qui connaissent vraiment bien toute l'histoire. Moi, je sais que l'histoire du professeur Dr. Revek, par exemple, moi, je savais dès la première minute de film qui était cette personne. Ou pareil, Vander qui disparaît, les petites allusions, je savais déjà que Vander allait se transformer. Enfin, réapparaître, exactement. Donc, moi, comme j'aime le lore, je le savais. Et puis, après, les autres ont découvert. Il y avait plusieurs degrés de lecture, en tout cas. C'est intéressant parce qu'effectivement, l'univers de l'e-sport est un univers qui m'est assez étranger, même si je le suis de très loin. Il faut savoir, donc pour vous qui nous écoutez, que l'e-sport aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. C'est vraiment des rencontres qui rassemblent des milliers de personnes en termes de public, des sportifs qui sont très très suivis sur les réseaux, etc. Comment Arcane s'est intégré dans cette mécanique de tournoi, de représentation de la marque quelque part à Arcane? Est-ce que c'est quelque chose qui a été pas mal poussé, qui a un peu changé
parfois même peut-être l'esthétique de, je sais pas, certains visuels, ou est-ce que c'était assez discret et le côté e-sport est très, très découpé du côté plus de ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui, notamment sur Netflix? Alors c'est quand même assez, effectivement, c'est quand même assez à part D'accord. le côté e-sport, le côté compétitif. En revanche, effectivement, Riot Games a une approche assez, je dirais cross-média. En fait, dès qu'ils veulent faire la promotion de quelque chose, et en particulier sur la saison 2 d'Arcane, ça s'est vraiment ressenti, ils utilisent tous les moyens qu'ils ont pour en faire la promotion. Donc en fait, le jeu s'est mis aux couleurs d'Arcane. Plusieurs jeux se sont mis aux couleurs d'Arcane avec plein de skins sur Valorant, par exemple. Un autre jeu qui s'appelle Teamfight Tactics. Ils ont sorti tous les personnages d'Arcane, donc ils ont fait vraiment une saison du jeu, puisque le jeu change tous les 4 mois à peu près. Ils ont fait là un jeu uniquement Arcane. Au championnat du monde, forcément, il y a eu beaucoup de choses autour des thématiques d'Arcane. Donc en fait, mais c'est plus comme un élément promotionnel, c'est-à-dire qu'en gros, c'est Riot Games qui se met aux couleurs d'Arcane parce qu'ils veulent faire la promotion du jeu et qu'ils ont la capacité, effectivement, de tout faire Arcane, quoi. Et certains joueurs, en réalité, ont même été un peu bon, ça fait beaucoup d'Arcane, quoi. C'est-à-dire qu'on aime beaucoup, mais là, c'est vraiment partout. Dès qu'on ouvre un truc lié à Riot Games, on voit de l'Arcane. Donc c'est plus comme ça que ça a eu un impact. Après, la scène compétitive, dans tous les cas, en fait, le côté graphique, DA, histoire, lore, n'a pas d'incidence sur eux, à part bah, effectivement la sortie de certains personnages. Et si un personnage de la série Arcane qui sort peu avant les championnats du monde, bah, ça va avoir une incidence sur les personnages qui vont être choisis, mais voilà, c'est si le personnage est bon et qu'ils veulent gagner avec quoi. C'est pas une question il y a pas d'histoire vraiment derrière qui a d'impact. C'est vachement intéressant cette dimension vraiment transmédiatique où tu as une influence de l'un sur l'autre et pas, voilà, on pourrait dire que parce que le jeu est arrivé d'abord, il a la priorité et qu'il faut rester fidèle à ça, comme c'est une conception qu'on a souvent. Là, tu vois qu'il y a des brassages entre les deux, vraiment avec des influences de l'un sur l'autre. Et en même temps une existence qui reste aussi séparée. Tu peux continuer à jouer au jeu sans prendre en considération la série et tu peux tout à fait apprécier la série sans te mettre à jouer. Donc c'est vraiment une belle expérience de comment les deux peuvent se répondre tout en ayant une vie séparée. Et je pense que d'un point de vue créatif, c'est vrai que moi je vois beaucoup l'aspect narratif pour voir les liens entre les deux, mais en fait on voit que là il y a aussi des enjeux esthétiques et des enjeux de caractéristiques de combat ou de déplacement des personnages qui vont avoir plus d'impact en fait dans l'e-sport que la narration, le background des personnages, etc. Et donc ça ouvre aussi pas mal de possibilités sur les enjeux du transmédia et ce qu'on peut faire avec. Et voilà, moi ça m'ouvre aussi. Il n'y a pas que l'histoire, il n'y a pas que la narration dans la vie, ce qui est une bonne chose à rappeler, je trouve. Et pour quand même sur le côté histoire, par exemple dans le client de League of Legends, donc le lieu où on peut jouer au jeu, voilà. D'accès, ouais. Exactement. Il y a un mini-jeu qui est sorti au moment d'Arcane, justement, avec des toutes petites histoires supplémentaires, où en fait, par exemple, on voit Jinx qui cherche dans le bureau de Silco certaines choses, par exemple, et on retrouve des photos de ses parents, Ok. enfin, voilà, des petits trucs bonus. Voilà, c'est très rapide, mais il y a quand même, il joue beaucoup là-dessus, et c'est vrai que c'est assez intelligent parce que en fait, quelqu'un qui aime la série et qui joue va se dire ah mais en fait moi ça m'intéresse, je suis curieuse d'en savoir plus, et il y a quand même une attention aux détails, même dans ce genre de petits jeux, quoi. On voit qu'il y a de la communication, en gros. Pour le coup, Justine et moi, on peut pas trop le voir, mais c'est quelque chose que j'avais vu et lu. Dans la série, on retrouve quand même aussi des éléments qui sont propres au jeu, mais dans sa manière un peu mécanique, notamment la fameuse scène de fin de la saison 1 où Jinx va rabattre les cartes de l'univers en tirant un missile avec son espèce d'énorme bazooka requin, et qui serait a priori le pouvoir ultime du personnage dans le jeu, quoi. Et qui donc du coup est un clin d'œil qui est sympa parce que il est à la fois intéressant pour ceux qui connaissent le jeu et en même temps il a du sens par rapport à cette scène, puisque cette scène est l'aboutissement culmine au niveau du climax de la saison 1, et donc il a tout à fait sa place dans cet imaginaire d'un pouvoir ultime que le personnage peut
peut délivrer, quoi. Donc encore une fois, voilà, effectivement, le côté transmédiatique, on voit qu'ils ont aussi pu ramener ces choses de gameplay quelque part dans la série, tout en étant suffisamment discret ou en ayant suffisamment de sens pour que quand on connaisse pas le jeu, on le trouve quand même pas dénoté en mode coup de coude dans les côtes, t'as vu, c'est le détail que tu connais par cœur, quoi. Je vais parler en total néophyte là, mais je suppose que c'est construit aussi progressivement. Je pense par exemple au personnage de Echo et à son pouvoir qu'on construit en fait petit à petit, surtout dans la saison 2. Je suppose que c'est sa caractéristique dans le jeu, mais dans la série, c'est vraiment, on a une histoire derrière et on a l'explication à la fois du pouvoir et des limites de ce pouvoir. Et je trouve que, voilà, pour les fans du jeu, ou voilà, les gens qui connaissaient bien l'univers, dès que ce personnage est apparu, c'était évident de se dire, bah oui, mais lui, il va faire ça, donc on voit peut-être des liens déjà. Mais pour ceux qui ont débarqué avec leurs gros sabots comme moi, il y avait cette vraiment construction progressive parfaitement cohérente avec le personnage, avec son parcours, etc. et qui t'apporte quelque chose en plus dans l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était fait de façon très intelligente. Oui, complètement. Et ça, on le retrouve, que ce soit pour Jinx, pour Victor, pour Mel. Du coup, en fait, on voit un peu comment ces personnages se construisent et deviennent des personnages de League of Legends, en tout cas pour les joueurs, ont cette lecture-là, sans que ça impacte la narration. Au contraire, que ça, en fait, ce soit cohérent et que ce soit intéressant, qu'on soit investi dans son évolution. Ouais. Merci déjà pour ça et pour toutes ces petites pierres dans notre compréhension de comment est né Arcane et comment la série fait des allers-retours avec le jeu dont elle s'inspire. Maintenant, question assez simple, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 2, Justine ? Bon, alors je pense que vous aurez compris que je suis très fan. C'était subtil jusqu'ici, mais voilà. Ouais, on n'avait pas trop, non ? On avait lu entre lignes, bien sûr. Non, effectivement, dans la saison 2, j'ai trouvé qu'il était, alors peut-être parfois un peu nécessaire de s'accrocher dans l'intrigue pour bien saisir tous les enjeux. On a l'arrivée du personnage d'Ambessa qui débarque avec ses propres relations, ses propres ambitions, j'ai envie de dire ses propres démons aussi, au sens propre. Donc c'est une saison qui est assez exigeante aussi au niveau de la narration. Tu peux pas regarder ça vite fait. On mange bien, quoi, ouais. Voilà. T'es obligé de suivre un petit peu si tu veux vraiment comprendre les enjeux. C'est une saison qui accorde un peu plus d'importance à la fantasy. Je trouve, là où la saison 1 était plutôt axée SF, là on a un plus d'équilibre, je trouve, entre fantasy et SF. Donc étant moi une grande fan de fantasy, j'étais aussi ravie de trouver ça, notamment avec tout le personnage de Victor et avec tout ce que ça implique dans son parcours. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait un développement de personnages qui soit pas linéaire, que ce soit dans leur caractère ou leur relation. C'est-à-dire que on avait des bribes qui étaient posées dans la saison 1, mais ça veut pas dire que ça va forcément évoluer comme on le pensait dans la saison 2. On a des retours en arrière, on a des personnages qui changent d'avis, qui se trompent, des relations qu'on pensait perdues à jamais, qui se renouent et qui parfois se rebrisent. Voilà, il y a un côté très, très complexe, très chaotique aussi, mais qui est, je pense, à la fois représentatif il y a un côté très humain dans le parcours de ces personnages, et en même temps un côté chaotique qui correspond bien aussi à la dynamique de la ville telle qu'elle est présentée et du jeu. Donc je trouve que ça fonctionne pas mal, ça peut parfois donner l'impression d'un côté un peu précipité dans cette saison 2, parce qu'on n'est que sur 9 épisodes. J'aurais bien voulu en avoir un peu plus, forcément. Mais voilà, je trouve que par exemple la relation entre Vi et Caitlyn, c'est peut-être le personnage qui m'a un tout petit peu déçue dans cette saison 2. On peut trouver peut-être que leur relation va un peu vite, dans un sens ou dans l'autre. Voilà, sur le côté, on va se réconcilier, on va se reséparer pour telle et telle raison, mais parce qu'on a des ellipses, en fait, qui sont un peu passées sous silence. Un peu moins visible qu'en saison 1, je trouve, effectivement. C'est ça, ouais. mais un peu marqué par justement le découpage de Netflix qui a diffusé en 3 temps. Donc voilà, c'est une façon aussi de rendre ce passage du temps. Donc voilà, ça marche quand même pas mal, je trouve, et on sent que les scénaristes ont vraiment intégré une belle profondeur, un côté très humain à des personnages qui, justement, ne sont pas que des skins et ne sont pas que des apparences un peu extravagantes. Il y a un vrai arrière-plan derrière. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est que c'est une série qui ose prendre des risques. Justement dans ce côté chaotique, dans cette narration qui est exigeante aussi envers les spectateurs.
et dans une esthétique qui est déjà très belle. Donc il y avait déjà cette belle proposition dans la saison 1, et je trouve que dans la saison 2, ils ont fait quelques séquences en plus pour... je pense que c'est une carte de visite aussi pour Fortiche, montrer un petit peu tout ce qu'ils peuvent faire. Mais tous les jeux stroboscopiques qui peuvent être un peu surprenants par moment, mais... Ah ouais. Ouais. Le début de la saison est quand même assez violent. Ça attaque la rétine, clairement. Ouais, ouais. Mais je suis désolée, j'aime bien, ça marche. Je trouve que c'est quand même fait à petite dose malgré tout. Ça claque dès le début et après on te construit autre chose. Toute la séquence nostalgique à l'aquarelle sur le passé, les parents... tout ça c'est magnifique. Le fusain du premier épisode. Enfin voilà, tu sens qu'il y a des belles techniques qui sont proposées et qui sont artificielles bien sûr parce que on est dans des propositions à part, mais c'est bien intégré à l'histoire au sens où il y a une justification. Tout comme dans la première saison, il y avait une raison à tous ces effets de surimpression, comme des effets de flash quand on était dans la perspective de Powder et ensuite de Jinx. Tous ces effets de flash qu'elle a, elle, dans son esprit, et qui montrent un peu une image grattée, comme justement son esprit se fissure petit à petit. Enfin, voilà, il y avait une transcription dans l'image de ce que le personnage ressent et de comment elle se développe petit à petit. Et là, c'est pareil, c'est que ces effets esthétiques sont liés aux sentiments des personnages et à ce qu'ils, à comment ils se développent et ce qu'ils ressentent. Donc je trouve que ça marche très très bien. Le tout servi par une musique, alors qui m'a un peu moins parlé dans la saison 2 pour des raisons parfaitement personnelles, mais toujours la musique du générique de Imagine Dragons, avec un générique qui visuellement est différent, mais qui reprend cette musique dans la saison 2. Clairement, moi, le plan de Jinx qui brandit un immense drapeau façon Les Misérables, ça va finir comme mon fond d'écran à un moment. Voilà. Il n'y a aucune raison qu'elle soit un héros du peuple ou des choses comme ça, parce qu'elle a quand même tout détruit, globalement. Mais, je suis désolée, visuellement, ça marche, quoi. Voilà, le côté un peu épique, grandiloquent, ça marche tellement bien sur moi que, voilà. Oui, et puis c'est en lien avec la saison 2. Ah oui, non mais tout à fait, tu vois, il y a encore... C'est pareil, tu vois, petit à petit, quand tu regardes le générique et que les épisodes de la saison 2 défilent, tu comprends petit à petit, voilà, le générique, ce qui se passait, les images que tu avais. Le générique qui évolue en plus d'un épisode à l'autre. C'est très bien fait et de façon finalement assez discrète aussi. Enfin, ils savent mêler le côté grandiloquent et un peu explosif à un côté beaucoup plus subtil. Et voilà, moi je m'y retrouve dans tout ça, clairement. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce que je suis totalement d'accord avec toi, à la fois sur les points positifs et les points un peu plus négatifs. Effectivement, j'ai trouvé que le rythme, surtout le rythme de la saison 2, était vraiment rapide. Et c'est vrai, en y réfléchissant, je me disais que c'était un peu l'inconvénient quand on passait d'une première saison où tu avais quelques personnages, pas tant que ça, mais qui étaient regroupés ensemble, qui avaient souvent des histoires où ils étaient 2 par 2 ou voilà, et que finalement, il y a beaucoup plus de personnages dans la saison 2 et ils sont tous éparpillés à droite à gauche, en fait. Donc ce qui fait qu'on coupe beaucoup plus d'un personnage à l'autre, donc c'est vrai que c'est pas évident pour suivre la narration. Il y a ce côté un peu, enchaîné et j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il prépare la suite. En tout cas, moi qui connais un peu l'histoire, c'est vrai qu'on parle de la Rose Noire, on parle de Noxus, à la toute fin, il y a un corbeau un peu étrange. Bon, forcément, moi, c'est des petits trucs que je capte tout de suite. C'est des choses qui vont parler aux fans et justement, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui parlent aux fans d'Arcane, aux fans de League of Legends, que dans la première, où là, j'ai l'impression qu'il y a plus de fanservice ou en tout cas plus de choses que tu comprends beaucoup plus facilement si tu connais, en fait, déjà un peu en avance. Et je sais que j'ai des amis qui m'ont dit, en fait, j'ai lâché, j'ai été perdue. Parce qu'en fait, j'ai rien compris à ce truc de Rose Noire, c'est qui ces gens? Finalement, c'est pas développé trop à la fin, enfin vraiment, c'est juste là, clairement, je pense, pour développer la suite, hein. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a ça donne cette impression un petit peu de fouillis, et il faut s'accrocher vraiment, pour suivre, même si, effectivement, quoi, personnellement, ça m'a pas dérangée parce que voilà, je m'y attendais un petit peu. Et comme tu dis, j'ai vraiment beaucoup aimé la direction artistique. Donc, de toute façon, c'est la patte de Fortiche, mais on sent qu'ils sont allés encore plus loin. Et avec ces histoires qui sont émotionnellement très très fortes, très belles, avec cette évolution du personnage de Jinx, où ils ont réussi à garder son côté vraiment humain, son côté enfant, qui est très fort, et en même temps parent. Enfin, genre, vraiment, tout est trop joli là-dedans. Même si bizarrement, les petites séquences musicales
juste d'animation, même si je les ai trouvées très très belles d'un point de vue artistique, m'ont moins touchée sur le plan émotionnel. Alors que souvent, ce qui faisait la force quand même d'Arcane, c'était d'avoir, et c'est quand même ce qui fait la force d'Arcane dans la saison 2, c'est d'avoir des séquences musicales imbriquées avec l'émotion, imbriquées avec l'histoire. Et c'est ces moments-là qui m'ont le plus marqué d'ailleurs. En fait, quand je pense aux musiques, moi, que j'ai adorées sur la saison 2, avec The Line, quand la transformation de Victor, disant, bah, est-ce que je pars là, je suis en train de regarde pas, je suis en train de passer à autre, enfin voilà, sur une autre étape quoi. Meilleur ennemi avec Jinx et Echo, qui est incroyable cette scène. What Have They Done to Us, c'est la scène où il y a Vander et ses filles, et avec la petite Isha qui se joint à eux. Enfin, vraiment, tout est trop beau. Enfin, et voilà, ou même à la fin, l'arrivée de Jinx dans son, je sais pas comment ça s'appelle, son engin de flottant, ballon, ouais, c'est ça, sur Complay. Ou bon, bref, enfin vraiment, moi j'adore ça quand ils ont leurs scènes musicales qui sont imbriquées avec vraiment l'histoire, et ça marche. Enfin, moi je trouve que ça marche trop bien. Moi j'avoue, j'écoute beaucoup trop d'Arcane depuis que c'est sorti sur Spotify. C'était dans mon Spotify Wrapped de 2024, alors que vraiment la série est sortie il y a pas longtemps. Écoute, j'en profite pour du coup saluer Guigui qui nous écoute et qui fait partie aussi du label Bonus Tracks, parce que il aurait voulu être présent parmi nous. Malheureusement, c'était pas possible pour des raisons de timing, mais il nous disait: j'espère que vous allez parler de la musique, j'arrête pas de l'écouter. Et je pense que comme toi, effectivement, il est devenu aussi très très fan de l'OST de la série. Bah, comme tu le disais tout à l'heure, Guillaume, c'est vrai que donc c'est Christian Linke qui lui faisait de la musique avant d'arriver chez Riot. C'est lui qui a construit aussi tout le service musical, musique de Riot et tout ça. Donc en fait, il est hyper attaché à ça. Et ça se sent, en fait. On voit que ça marche très bien. Quelqu'un avait posé la question lors d'un panel au GAT Fortiche pour savoir comment ça se passait au niveau de la musique, justement. Et a priori, il y a le storyboard, mais en fait, on leur envoie la musique et c'est quand même à eux d'adapter ensuite l'animation pour que ça colle bien. Donc, il y a quand même vraiment pas mal d'allers-retours. Bon, ça fait sens, d'ailleurs, que ce soit plutôt comme ça. Oui. Mais en tout cas, il y a un travail pour que ça fonctionne. Et on voit bien qu'il y a une attention aux détails qui est assez prenante. Et dernier truc, j'aime beaucoup le cœur du propos de la série. Après, on peut débattre de c'est quoi d'un point de vue scénaristique, c'est pas forcément évident, mais cette question de qu'est-ce qui nous rend humains, et avec vraiment toute l'histoire de Victor, alors je l'ai en anglais parce que j'ai vu la série en anglais. J'avoue, mais il dit « That which inspires us to our greatest good is also the cause of our greatest evil ». Donc c'est ce qui nous inspire à faire le meilleur, et aussi ce qui nous pousse à faire le pire. Et on voit bien avec l'histoire de Dr. Revek, justement, qui fait les pires choses, qui a une bonne fin en plus. Enfin, je spoil, mais vraiment qui est tranquille. Oui, alors que le gars, depuis le début, c'est lui qui fait tout n'importe quoi. Bon, bref. Mais c'est ça, quoi. C'est ce truc de, en fait... c'est ça qui... Bon, c'est un peu banal, hein, voilà, c'est pas fracassant de nouveauté comme thématique. Mais, comme message, mais c'est super touchant, en tout cas, dans la façon dont c'est fait, où, voilà, Victor, lui, il veut juste pas souffrir, quoi, et se faire toute sa vie, putain, quoi. Il a envie de... Pardon pour les injures, mais vraiment, il se dit, bah voilà, moi, je veux offrir ça, je veux guérir les gens, je veux offrir ça au monde. En fait, il faut à la fin, que lui-même se rende compte que, mais peut-être... qu'en fait, si on souffre pas, on n'est plus humain, et qu'en fait, il n'y a plus rien si on n'est plus humain, donc peut-être qu'il faut pas faire ça. Enfin bref, voilà. Je sais pas à quel point on peut spoiler, mais vraiment, j'ai tout spoilé. Je suis navrée. Je rappelle, comme à chaque fois, que le podcast s'appelle Spoilers. Voilà, oui, c'est ça. C'est vrai. Voilà, c'était dans le contrat de départ. Hein, donc, on ne ment pas sur la marchandise. Hein, exactement. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est un message qui peut paraître un peu... déjà fait, refait, etc. Et c'est assez typique de la SF, hein, la réflexion sur qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, voilà, à quoi on s'accroche, etc. Dans un monde où en plus la technologie prend de plus en plus de place. Bah là, on est dans un environnement quand même dystopique, hein, pour tous ceux de la ville basse, où c'est parfaitement atroce au quotidien. Où t'as des enfants qui volent, t'as du crime partout, t'as des choses comme ça, et la drogue qui prend un impact absolument énorme aussi dès la saison 1, mais surtout dans la saison 2. Donc t'as vraiment cette réflexion qui peut paraître simple et peut-être un petit peu naïve, mais mise dans un contexte comme celui-ci, ça prend tout de suite des proportions énormes. Et
finalement, c'est bien de revenir aussi à des choses qui, voilà, des leçons qui peuvent paraître très simples, mais cette réflexion sur qui on est, sur comment on se définit en tant qu'être humain, sur à quoi on s'accroche, à quel espoir on s'accroche. Est-ce que c'est une construction collective? Est-ce que c'est un espoir individuel? Est-ce que c'est une façon de sauver la planète ou par la science, la technologie, la foi ou des choses comme ça? C'est des choses très très larges, très philosophiques, et en même temps, c'est des questions qu'on pose sans cesse parce qu'il n'y a pas de réponse simple. Donc c'est une série qui arrive à nous faire réfléchir aussi sur des choses à la fois évidentes et en même temps des choses très complexes de ce qui fait l'être humain. Et ça, on n'aura jamais fini de poser la question parce que c'est toujours un peu compliqué, quoi. Et c'est ce qui fait le propre d'une bonne histoire, c'est que tous les personnages incarnent une réponse différente aussi, qui permet aussi de pas clore Oui. la question et de dire voilà, en fait, voilà la réponse de toutes ces personnes-là. C'est ça, souvent une histoire qui est une mauvaise histoire, c'est une histoire où en fait les auteurs veulent nous dire quelque chose, enfin nous imposer leur réponse à la question, à la grande question thématique. Là, a priori, enfin bon, la réponse, elle est pas évidente. C'est pas facile de séparer les personnages entre des gentils et des méchants. Tu vois, il y a justement cette espèce d'ambivalence où ils foirent tous à certains moments et ils ont tous aussi des grandes ambitions, enfin, ou des ambitions plus restreintes d'ailleurs, mais ils ont tous des motivations que tu peux comprendre, que tu partages pas forcément, mais que ce soit émotionnellement ou intellectuellement, tu peux comprendre. Et tu peux comprendre comment, dans ce contexte et dans cette situation, avec cette motivation qui est positive à l'origine, parce que ça va être le cas pour Victor, ça va être le cas pour Silco, enfin tu vois, tu peux retracer des choses et te dire, c'est horrible, mais tu comprends le parcours. Et c'est aussi un truc assez chouette des grandes œuvres, c'est d'avoir des méchants que tu comprends et que tu dis ouais, mais ils ont tout détruit quand même, donc c'est moyen de t'associer à ce personnage-là, et en même temps tu dis ouais, mais ça fait réfléchir de façon assez perturbante. Oui, puis son évolution à Silco, elle est trop, enfin mignonne, bon, mais oui, je comprends voilà, l'idée. Mais ce moment où il se retrouve devant la statue de Vander, donc dans la saison 1, donc là, je spoil pas la saison 2, où il est là, waouh, en fait, je comprends. En fait, je comprends pourquoi t'as pas voulu ça, parce que lui, ce qu'il dit, c'est globalement, lui, il veut sacrifier, sacrifier. Il y a un peu cette idée dont on veut sacrifier des gens pour sauver Zone, pour créer Zone. Enfin, c'est ça, cet objectif qui est pour une cause plus grande, qui est une cause qui peut être louable, sachant que sinon Zone est vouée à disparaître vu comment Zone est traitée, quoi. Donc, et finalement, le jour où il se retrouve dans la même situation de Vander, où Vander disait non, mais moi je préfère garder le statu quo pour protéger les gens qui vivent, et tant pis si on n'a pas ce qu'on veut, quoi. Et en fait, il se retrouve dans la même situation et là, voilà, super, merci. En fait, et encore une fois, je comprends maintenant tout ça parce que je me suis attachée à cette fille et que en fait, maintenant je peux plus et je suis dans la merde. Ouais, effectivement, il y a une universalité de toute façon dans l'histoire. En fait, je veux dire, ils ont déjà tellement eu à faire pour adapter cet univers, créer ce visuel incroyable, tous ces détails, etc. On ne peut que comprendre peut-être qu'ils aient choisi une histoire qui n'était pas non plus extrêmement complexe, mais en même temps, est-ce que les chefs-d'œuvre cultes ne sont pas toujours ces histoires à la fois simples mais en même temps universelles, qui racontent peut-être un petit peu tout le temps la même chose, mais qui sont celles auxquelles on peut le plus se raccrocher et comprendre et rapprocher de notre quotidien à nous. Je veux dire, la thématique de la fratrie, la thématique de la famille, la thématique de l'élévation sociale, c'est des choses qui, tout à chacun, nous parlent dans notre quotidien, même dans notre vie d'aujourd'hui. La fracture sociale, donc l'ambition, etc. Donc je pense que c'est un excellent choix qu'ils ont fait, et effectivement, moi j'aime bien faire cette distinction entre peut-être un aspect simple et un aspect simpliste. À aucun moment Arcane est simpliste. Peut-être qu'elle peut être simple, mais la simplicité n'est pas forcément un défaut. Bien au contraire, quand il est bien traité, ça magnifie justement tout un tas d'autres sujets, quoi.
Bon, après, moi, de mon côté, effectivement, je vais essayer de pas trop paraphraser ce que vous avez dit. Je suis complètement d'accord avec tout ça. La saison 2 est absolument incroyable dans la richesse de ce qu'elle propose. En effet, on sent que Fortiche a fait un peu all-in sur ce qu'ils avaient envie de faire, ce qu'ils pouvaient faire, qui était déjà incroyable en saison 1, mais en termes de direction artistique, de style visuel, d'action, d'émotion, ils ont vraiment essayé de tout faire. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que à la base, ça on l'apprend quand on regarde le documentaire, Arcane était censé n'être qu'une saison 1. Ils étaient fous. C'est-à-dire que la saison 2 aurait dû être contenue dans les 2 derniers épisodes de la saison 1, et ils se sont dit, non mais en fait, c'est pas possible. Alors, j'ai une petite histoire, parce que quand ils sont venus présenter, l'équipe Riot est venue présenter les premiers épisodes d'Arcane, ils ont fait une conférence avec notamment la scénariste, et du coup, je lui ai posé la question sur justement ce qu'ils avaient dû mettre de côté. Parce que forcément, quand on écrit, on est obligé d'avoir plein d'idées, et il n'y a pas grand-chose qui finit voilà, le processus final. Et elle m'avait expliqué qu'en fait, la fin de la saison 2 d'Arcane était déjà écrite au départ. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils ne devaient faire qu'une saison, en fait, de la saison 1 à la saison 2, la fin elle est exactement la même que celle qu'ils avaient prévue dans le départ. Ils ont raccroché les wagons, Voilà. quoi. En revanche, elle m'a dit, justement, comme il y a eu une deuxième saison, elle a pu rajouter, enfin mettre plein de choses qu'ils avaient prévu de faire au départ, mais qu'ils étaient obligés de mettre de côté parce que, bah voilà, une saison, on peut pas forcément tout mettre. Et donc, a priori, il y a un peu ce... Et peut-être que c'est pour ça que ça semble un peu plus fouillé aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont pu mettre beaucoup plus de choses qui étaient prévues à la base, mais qui n'avaient pas la place de mettre dans la première saison. Et voilà. Peut-être que du coup, ça a été un peu moins... Ils ont peut-être un petit peu moins eu le temps de réussir à intégrer correctement ces éléments qu'ils voulaient ajouter en saison 2, peut-être. Il y a peut-être, oui, effectivement, cette espèce de trop-plein qu'on ressent, hein, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de choses, et je pense que le cœur émotionnel de la série en pâtit un petit peu. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. La scène qui m'a absolument bouleversé, vous l'avez déjà cité, c'est effectivement les retrouvailles entre Jinx, Vi et cette version de Vanders qui là, bon voilà quoi, te met à terre. Si cette scène ne te met pas à terre, je ne sais pas, pose-toi des questions, parce que effectivement, faut faire une thérapie là. Hein. C'est pas possible. tout fonctionne dans cette scène. Là où il y a eu d'autres moments, notamment sur la fin, ou peut-être la confrontation aussi à peu près à mi-saison de Vi et Jinx, a moins provoqué d'émotions, et je pense que c'est parce que justement tout est très condensé, tout est très riche, il y a beaucoup à voir, à entendre, à comprendre, et là-dessus peut-être qu'un peu plus d'épure nous aurait permis d'accueillir l'émotion de manière un peu plus limpide, on va dire, mais à côté de ça, bah, c'est aussi une saison qui du coup convoque... Tu parlais de plus de fantasy, mais moi, quelque part, je trouve qu'il y a aussi plus de SF, puisque on parle de réalité alternative, on parle de voyage dans le temps dans cette saison. Voilà, donc au cas où, effectivement, il y aurait pas assez à dire, déjà, on rajoute ça, notamment à travers un épisode, effectivement, on l'a un petit peu cité, pour le coup, absolument génial, qui offre une vraie respiration avant la fin de la saison, et qui nous propose une relation entre Echo et Jinx, pour rester vague, qui est vraiment adorable, quoi. Moi, c'est un peu presque le regret mais en fait, la série est construite comme ça, donc je peux pas lui en vouloir, mais ce que je reprocherais le plus à Arcane pour mon petit cœur, c'est que c'est trop une tragédie, quoi, Arcane. C'est-à-dire que Arcane, depuis la saison 1, c'est vraiment une série qui te met en place des choses cool entre les personnages, où t'es content de voir certaines articulations de relations, certaines choses. Tout se passe bien jusqu'au drame. Et le drame est souvent pas petit. Mais la vie est un drame, mon bon monsieur. Oui, mais ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu t'attends à ce que ça se barre en couille. Et ça se barre en couille. Alors, il y a quand même un moment où vraiment, c'est rigolo. Riot avait organisé à Paris une sorte de... une watch party pour les 3 derniers épisodes. Et c'était du coup assez amusant d'être dans la salle, parce qu'il y a quand même un moment qui a mis d'accord tout le monde, et où là, c'était pas du tout frustrant, où il n'y avait pas cet aspect trop tragique. C'est donc le reveal, donc là, attention, gros spoil, de Maddie. Dans le dernier épisode, au moment où elle va donc tirer sur Caitlyn. Et le moment où effectivement elle se reprend
Ah oui. Donc elle se reprend la balle dans la tête. Donc là, il y a eu un enchaînement émotionnel très fort. Ah ouais, et vraiment, tout le monde a crié dans la salle. C'était pour le coup, là, c'était un moment satisfaisant, mais comme il y en a finalement assez peu Mais qui est dans horrible. la série. Oui. Oui, qui est horrible, parce qu'en fait, il y a vraiment, effectivement, on a l'habitude que ça marche pas. Ouais. Enfin voilà, que on te donne un petit truc et en fait, on te l'enlève juste après. C'est vrai. T'as vu, c'était bien ça? Ah bah voilà. Ah. En fait, mais un peu comme moi j'avoue, quand on a commencé à voir Isha, qu'elle était, tu vois, des moments trop mignons, regarde comment c'est joli. T'es là, t'as ta petite C'est cloche, ça, tu sais qu'elle ça est sent derrière. mauvais. Ça sent pas bon ça. Ouais. Et effectivement, pour moi, il y a que ce moment où presque avec Caitlin, Maddie et le sauvetage de Mel où il y a vraiment ce truc de ah, c'est jouissif, merci quoi. Merci pour ça. Donc effectivement, il y a quand même quelques petites choses qui, en effet, globalement, en fait, c'est ça qui est le plus fou, c'est que, et moi je m'attendais à quelque part autre chose, mais globalement, la série se termine bien, presque en fait. Donc, selon le point de vue et selon les personnages, c'est varié, mais dans la grande généralité, ça va. Ce que je disais, c'est par rapport aussi au côté un peu trop plein. Je trouve que par exemple au cœur de la saison, le départ donc on les a cités, hein, Jace et Victor, qui sont ces deux compagnons, ces deux frères scientifiques, enfin frères d'esprit, qui vont construire réellement, qui vont dompter la magie dans cet univers pour en faire quelque chose qui devrait être au service de tous, et qui, voilà, ça dérape évidemment, comme toute grosse découverte scientifique quelque part. Et donc dans cette saison 2, leur chemin va se séparer et très dramatiquement, très drastiquement. Et je trouve qu'au cœur de cette saison 2, ce moment de séparation n'apporte quasi aucune émotion. Et Jace, qui est un personnage qui du coup semble très détaché de la disparition de Victor à ce moment-là, et j'ai trouvé ça, je me suis dit, là ils ont loupé un petit quelque chose, c'est-à-dire qu'ils passent très vite à autre chose. Là où on pourrait se dire, attends, gars, tu t'inquiétais de fou pour lui, il était au seuil de la mort, il s'est passé un miracle. Et non, tu le laisses partir, tu vas pas à sa recherche, et on aura une conclusion que bien plus tard, après une transformation assez importante de Jace dans sa philosophie, on va dire. Donc voilà, il y a des trucs comme ça où j'ai trouvé que peut-être effectivement ils avaient dû un peu élaguer des choses. D'ailleurs, en parlant du terme élaguer, ça me fait penser aussi à cette fameuse zone des Firelight, je crois que c'est ça le terme, cette espèce de communauté très... dont Echo est un peu le leader quelque part tout au fond, qui ouvre un peu les enjeux de ce début de saison 2, dans lequel effectivement on se rend compte que cet grand arbre qui a poussé tout au fond de zone est en train de péricliter à cause a priori de la magie qui est corrompue. Bon, ça, on ne sait pas trop ce qu'il en devient. On imagine que globalement, ça s'est plus ou moins bien passé, bien résolu, mais c'est vrai que toutes ces communautés, quelque part, on aurait envie d'en savoir un petit peu plus sur eux et on ne sait pas trop ce qu'il advient. Donc voilà, il y a plein de petites choses où effectivement, mais en fait tu te poses la question que après le visionnage, après tout ça, où tu repenses à la série, tu fais ah oui tiens en fait. Mais c'est vrai que sinon pendant le visionnage, c'est une saison 2 qui est quand même extrêmement satisfaisante, jusque dans sa conclusion globalement quand même. Et je trouve que on peut remercier pour une fois Netflix d'avoir diffusé cette série en 3 parties distinctes, là où, même si c'est quelque chose qu'ils sont vraiment en train de remettre en question quand même sur leur grosse série, ils ont plutôt l'habitude depuis toujours de balancer tous les épisodes. Je pense que ça aurait fait beaucoup de mal à Arcane d'avoir été diffusé d'une traite. On le dit souvent ici chez Spoilers, mais en tout cas moi à titre personnel, mais je pense que Justine tu me rejoins, la diffusion hebdomadaire elle est quand même beaucoup plus à même de faire vivre une série sur le temps long et même en tant que spectateur de l'apprécier, et là ces axes de 3 épisodes, voilà, c'était déjà mieux quoi. Cette question du temps qui paraît un peu précipité parfois, quand t'as une diffusion hebdomadaire, tu ressens moins ça. Parce que d'un épisode à l'autre, t'as le temps de construire, t'as le temps de repenser aux personnages, etc. Et du coup, quand la semaine d'après, la relation se casse, se rabiboche ou ce que tu veux, t'as un peu plus eu le temps de te l'approprier, si tu veux, et de mûrir tout ça. Donc, voilà, il y a quand même du bon, même si on joue sur la frustration des spectateurs avec cette diffusion hebdomadaire, mais il y a du bon à la patience dans la diffusion, et c'est vrai que clairement, là, en 3 parties, c'est un bon compromis, mais j'aurais bien voulu quand même une diffusion un peu plus lente, tu vois, qui s'écoule un peu plus lentement.
Oui, on peut estimer qu'effectivement, il y a eu un choix de fait parce qu'à chaque fois, ça représente des arcs de 3 épisodes. Enfin, voilà, à chaque fois, ça évolue un petit peu comme ça. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant ce concept de 3 épisodes, de mini-arcs de 3 épisodes, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve assez récemment, notamment dans la série Andor, par exemple, là, qui va revenir en 2025 en saison 2, ou aussi la série Legend of Vox Machina, qui fonctionne aussi par petits arcs de 3 épisodes. Voilà, je sais pas si c'est une espèce de nouveau découpage intéressant pour les plateformes ou pas, mais à suivre. Donc voilà, globalement, moi je vais me joindre à vous. C'est une série dans sa globalité qui est à voir si c'est pas déjà fait et qui fait date. Je serais vraiment intéressé pour savoir si elle va faire des petits comme la trilogie bientôt de films Spider-Verse va infuser l'animation au cinéma, puisque derrière ces films, il y a eu tout un tas d'autres propositions, parfois avec des gens qui avaient été à l'origine du style graphique de Spider-Verse, qui ont permis un peu d'ouvrir les vannes d'une certaine forme de créativité, d'exubérance visuelle dans certains films d'animation. Je pense à Mitchell et les Machines, je pense au Chapeauté 2, à Tortue Ninja aussi plus récemment. Donc, d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que Fortiche, effectivement, était déjà en plein dans sa DA quand Spider-Verse est sorti. Il n'y a absolument pas en tout cas, c'est comme ça que eux le disent, d'inspiration de leur part de Spider-Verse, puisqu'ils avaient déjà défini ce que serait la direction artistique d'Arcane, et quand ils ont vu ça, ils se sont dit ah bah cool quoi, mais c'est pas grave, c'est comme ça quoi. Mais si on pouvait se poser la question de savoir si Spider-Verse avait eu une inspiration chez Arcane, a priori c'est pas le cas. C'est plutôt une histoire de planète qui s'aligne dans un espace-temps pour produire une espèce de renouveau comme ça, mais à voir si Arcane, c'est un peu aussi à ça qu'on reconnaît une grande série, va produire des ersatz plus ou moins réussis dans les années à venir. Pas sûr, vu la tonne de qualité et d'expertise qu'il faut pour produire une série comme ça, et d'argent important. Après, le bon côté des choses, c'est que, a priori, les artistes qui ont travaillé sur Arcane, bon là, vont trouver d'autres projets, a priori, dans les prochaines années, s'ils ne travaillent pas, peut-être sur de futurs projets avec Riot Games. Mais donc en tout cas, l'expertise, elle existe, même si bon, en France, on sait qu'on a déjà, d'excellents animateurs, on a des gens qui travaillent très, très bien dans l'animation. Mais c'est des gens qui pourront a priori, peut-être, pourquoi pas même sortir leur propre projet, et donc forcément infuser à travers eux. Eh ben, parlons-en justement. Est-ce que c'est un petit peu pour conclure ce podcast, la question en effet de la suite à Arcane se pose, notamment quand on voit comment elle se conclut. Alors juste pour mini parenthèse, mais effectivement, Fortiche a de toute façon déjà annoncé qu'ils étaient en train de réaliser un film pour donc le cinéma qui s'appelle Penelope of Sparta, qui est donc une invention de leur part, une histoire originale dont on pourra imaginer qu'en effet graphiquement on retrouve leurs pattes, et ce n'est pas une suite, mais j'avais envie je le case là maintenant. Si jamais vous êtes en manque de cette DA propre à Arcane et propre à Fortiche, allez voir les clips KDA et Rise que Fortiche a réalisé en 2018, parce que vous allez retrouver tout à fait cet univers-là graphique. Mais voilà, revenons à Arcane. Clémence, est-ce que toi, tu as peut-être des infos sur soit par ta connaissance du lore, soit effectivement par des informations de la production d'Arcane chez Fortiche ou autre, d'éventuelles suites? Oui, alors, pas forcément une suite directe, a priori. Enfin, en tout cas, dans l'histoire, vraiment de Piltover, et de Zone. Mais oui, il y a eu un stream où Christian Linke a confirmé qu'il travaillait sur des créations, autour d'autres régions de l'Runeterra, donc du continent de League of Legends, sur, donc 3 autres régions, Demacia, Ionia et Noxus. Voilà, nom barbare un petit peu, mais et Noxus, c'est la région dont vient, Ambessa, Mel aussi, la Rose Noire, et potentiellement aussi, ce petit corbeau à la fin un peu particulier, est très lié à Noxus aussi, pour plein de raisons. Un personnage en particulier qui est très connu et très attendu même des joueurs. Donc tout le monde, en voyant ce corbeau, s'est dit: «Ah mais c'est sûr, après on va parler de ça». Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'indices
qui vont dans ce sens. Donc c'est pas du tout impossible, voilà, que d'ici quelques années, on ait, une nouvelle série, une création en tout cas, Mmh. dans la veine d'Arcane. Sachant qu'en plus, alors c'est un petit point encore spoil, mais c'est vrai que la fin est un petit peu ouverte, en tout cas du point de vue des spectateurs et des gens qui sont sur internet, sur Jinx. Puisque toute son histoire est quand même sur... Enfin, il y a tout un passage où Silco lui dit, en hallucination, mais lui dit c'est important de savoir quand partir du combat, arrêter de combattre, partir. Et qu'au tout début du premier épisode de la première saison, elle dit ah, un jour je volerai dans un de ces zeppelins, voilà, en regardant un dirigeable partir. Et c'est vrai que le dernier plan avec ce dirigeable qui, on ne sait pas pourquoi, il sort d'où. Voilà, sachant que ça a été théorisé, qu'elle a des pouvoirs où elle peut aller très vite et qu'à chaque fois, il y a un petit trait rose. Enfin bon, bref, il y a plein de théories comme ça. Donc, on ne sait pas, peut-être serait-elle vivante. En tout cas, à Mmh. mon avis, je ne suis pas sûre qu'on la revoie. Honnêtement, je pense qu'ils vont pas faire de suite sur elle. En tout cas, pas dans les prochaines années, c'est sûr. Mais je pense que ça a été juste fait pour qu'on théorise et qu'on se dise ah, mais en fait, elle est vivante et voilà, on est content. Voilà. Mais donc, pas forcément de suite, Ouais. mais d'autres productions de Riot Games dans le même esprit et avec la même qualité, en tout cas, j'espère. Ok, sachant que par rapport à Jinx, effectivement, même si le côté méta n'est pas absolument prononcé, genre elle brise pas le quatrième mur non plus, etc. Comme le disait Justine un peu plus tôt, il y a tout un tas d'artefacts qui se superposent et d'effets de pellicule souvent quand elle part dans certaines de ces folies, on va dire. Et là, effectivement, officiellement, la fin de la série est annoncée via ce panneau qui est extrêmement subliminal à la toute fin, puisque on a un The End écrit à la manière de Jinx en flash juste après justement l'apparition de ce ballon. Donc quelque part, on peut aussi se dire que c'est elle qui voilà, met un point final à cette histoire, mais en l'écrivant de sa main et donc en intérinant le fait qu'elle est toujours vivante, effectivement. Ton côté, toi, Justine, tu aurais des attentes particulières au-delà du fait de juste continuer à kiffer ces propositions-là? Effectivement, une suite directe, je sais pas si ça vaudrait le coup de toute façon, au sens où là, ils ont fait une fin qui fonctionne bien. Enfin, voilà, elle est un peu douce amère par plein d'aspects, etc. Mais il y a un côté conclusif, alors rassurant, je sais pas si c'est le terme, mais voilà, on a une fin. C'est pas une série qui s'interrompt en plein milieu ou des choses comme ça. Donc voilà, ça peut fonctionner comme ça. En revanche, quand on voit la qualité qu'ils ont pu produire à partir de cet univers, on a clairement envie d'en découvrir plus. Donc voilà, moi je sauterai à pieds joints dans les prochains projets s'ils permettent de découvrir un peu, d'en savoir plus sur Noxus, d'en savoir plus sur tout ça. Enfin voilà, je suis pas forcément fan en théorie des séries dérivées ou des choses comme ça parce qu'il y a eu plein d'exemples où il y avait surtout un côté, on va dire, économique, tu vois, tu continues à exploiter la poule aux œufs d'or, mais on a vu aussi des exemples de productions qui valaient le coup, voilà, où il y avait des vraies propositions, que ce soit esthétiques ou narratives, à partir d'un univers. Donc voilà, je veux redonner confiance à ces séries dérivées ou à ces œuvres dérivées, d'autant que là, on a vu que dans cet univers, c'est un transmédia qui est qui est fait de façon très intelligente. Donc voilà, clairement, j'ai envie d'exploiter ça, et enfin que eux exploitent ça en l'occurrence, parce que j'en suis bien incapable. Mais de fait, est-ce que ça serait en série, en film, ou dans d'autres productions, tu vois, une autre version de jeu vidéo, enfin voilà, clairement tu te dis qu'ils ont plein de possibilités. Et j'ai envie qu'ils nous surprennent aussi, ou que eux se fassent plaisir, tu vois, dans la création, parce que tu sens que dans la saison 1 et surtout la saison 2, on a laissé justement les animateurs ou les créateurs tenter des choses. Donc j'ai envie qu'ils aient cette plateforme pour pouvoir tenter des choses. Clairement, c'est un univers qui a de la marge pour pouvoir créer des choses. Donc voilà, de donner de l'argent à ces gens pour qu'ils puissent nous faire des choses, on suivra. Sachant qu'ils ont... Bon, déjà, ils ont pas mal d'argent, déjà, heureusement. Mais surtout, c'est ce qu'ils font. Ils ont plein de bandes dessinées, de romans, de jeux, effectivement, dérivés. Et quand j'avais posé la question, justement, aux showrunners, et eux, leur objectif, c'est clairement de créer une sorte de Marvel Cinematic Universe, mais version Riot Games.
et ils ont envie de le faire bien et pas juste pour avoir des sous. Donc bien sûr, il y a toujours des enjeux financiers, on va pas se mentir bien sûr. Mais donc a priori, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Moi, je mets mes two cents sur peut-être plus des films, voire même, enfin des films, pourquoi pas sur Netflix, mais peut-être des films au cinéma, plus que des séries, je sais pas, parce que j'ai un peu l'impression que c'était monumental comme production, et peut-être que resserrer sur des mini-séries de quelques épisodes ou un long métrage permettrait de réduire légèrement les choses et d'accélérer en même temps l'exploration de divers univers. L'avenir nous le dira. En tout cas, vous l'aurez compris, on a plutôt adoré Arcane et j'invite nos auditeuristes qui souhaitent poursuivre leur exploration de la création de la série à regarder effectivement, Clémence y en a parlé, l'excellent documentaire de Riot, Arcane Combler le fossé, disponible sur la chaîne YouTube de League of Legends, mais aussi à écouter un autre podcast de notre label Bonus Tracks, l'épisode 92 de Happy Hours, où l'équipe recevait Barthélemy Monnouri, l'un des 2 réalisateurs de la série chez Fortiche. Voilà, c'est vraiment absolument passionnant. De notre côté, le JV en série, c'est pas prêt de s'arrêter. D'ailleurs, Secret Level, série anthologique adaptant plusieurs jeux vidéo, continue sa diffusion sur Prime Video à l'heure où l'on enregistre. On y consacrera probablement une émission en début d'année prochaine. A priori, Justine, t'as plutôt apprécié les premiers épisodes. Ouais. Moi, je suis un petit peu plus mitigé, mais il faut que je continue à regarder tout ça. Pour conclure ce podcast, je me tourne vers vous. Quelle est votre actualité en cette fin d'année ? Voilà, là, on y est presque. Et vos projets peut-être pour 2025, Justine ? En 2025, on va continuer à parler de séries, bien entendu, donc déjà avec spoilers, et puis du côté de mes travaux de recherche, je vais pas mal parler de séries d'animation, mais une animation en 2D, cette fois, puisque je travaillerai sur Les Simpsons, Futurama et Désenchanté. Voilà, donc à suivre, et puis toujours quelques projets en cours autour de The Witcher, sinon c'est pas drôle, notamment aux éditions Brajlon, donc voilà, des belles choses à venir. Pas comme s'ils annonçaient des trucs en plus récemment, donc... Non, l'actualité est calme. L'actualité est calme en ce moment, que ce soit en roman, en jeu vidéo ou en série. Donc voilà, 2025 va être une année tranquille. Pour changer. Clémence, de ton côté ? Moi, toujours des papiers, jeux vidéo, culture web, e-sport, voilà. Vous pouvez me lire a priori dans Le Monde, Canard PC, Métal Hurlant ou normalement Télérama à la fin de l'année aussi. Et puis j'ai un petit projet en cours, mais qui est en phase de chapeautage sur Arcane, justement. Donc, je préfère pas trop annoncer des trucs alors que peut-être il n'y a rien. Oui, d'accord, ok, très bien. Eh bien, écoute, quoi que ce soit, on t'invitera pour en parler si ça voit le jour à un moment donné. Avec plaisir. Et même si ça se fait pas, écoute, voilà. Oui. C'est trop gentil, merci. J'accepte, comme vous voulez. Eh bien, merci encore, Justine et Clémence, de votre présence. C'est la fin de cette watchlist consacrée à la série Arcane, disponible sur Netflix. Merci à tous et à toutes de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie. C'est la dernière fois, voilà, c'est la dernière fois que je vous y inviterai pour 2024. Voilà, après, ça sera 2025. Merci à celles et à ceux qui l'ont déjà fait. Excellente fin d'année à tous et à toutes. Et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut! À bientôt! Salut! Bonus Tracks. Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek! Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Bonus Tracks.